Ce soir, nous allons examiner comment se débloquer. Je pense que certains d'entre vous comprennent ce que je veux dire. Parfois, il faut se demander, qu'est-ce qui utilise ma vie? J'ai entendu un homme donner une conférence une fois où il disait « Nous sommes aujourd'hui ce que nous étions hier ». Et il parlait du fait que, dans une large mesure, nous agissons, pensons et réagissons à cause de certaines expériences passées. L'une des choses que nous savons sur la vie, c'est qu'elle change constamment. Parfois, vous êtes en haut, parfois en bas. Parfois, les choses vont très bien, et parfois elles ne vont pas. Parfois, vous êtes heureux, parfois triste. C'est ça, la vie. Et lorsque nous commençons à comprendre et à accepter cette réalité, que nous n'aurons jamais tout sous contrôle tout le temps, vous aurez des hauts et des bas. Mais ce sont ces moments difficiles où le véritable développement a lieu. Là où se produit le travail. N'importe qui peut se sentir bien lorsqu'il est en bonne santé, que ses factures sont payées, qu'il a des relations heureuses, que les enfants se comportent normalement, que les affaires marchent bien. N'importe qui peut être positif dans ces conditions. N'importe qui peut avoir une grande vision ou de la foi dans ces circonstances. Ai-je raison? Mais le véritable défi de la croissance mentale, émotionnelle et spirituelle, survient lorsque vous êtes abattu. On dit que l'adversité présente un homme à lui-même ou une femme. La manière dont vous gérez cela, c'est là où la croissance se produit. Lorsque j'ai traversé certaines épreuves, un homme m'a dit quelque chose, et je suggère que c'est l'une des premières choses que vous devez faire lorsque vous faites face à un défi. Évaluez où vous en êtes. Regardez-vous, analysez-vous et analysez la situation. Qu'est-ce qui vous a conduit ici? Quel rôle avez-vous joué? Earl Nightingale avait une phrase que j'aime. Nous sommes tous autodidactes, mais seuls les réussis l'admettent. Que vous est mené ici? Que pouvez-vous apprendre de cela? Apprenez-vous quelque chose? Répétez-vous sans cesse les mêmes erreurs? Quelqu'un a dit que la folie consiste à faire toujours la même chose de la même manière en espérant un résultat différent. Traversez-vous simplement la situation ou grandissez-vous à travers elle? Êtes-vous plus grand et meilleur à cause de cela? Car cela ne vous quittera pas tant que vous n'aurez pas grandi grâce à cela. J'ai traversé une épreuve majeure dans ma vie qui me fatiguait et me vidait. L'une de mes élèves m'a dit en classe « Tant que tu ne gères pas cela avec grâce, cela te poursuivra. » Et cela est resté longtemps devant moi. Les défis de la vie, comment nous bloquons-nous? Un ami à moi a traversé un divorce. Mon meilleur ami avait une épouse qui ne l'aimait pas autant qu'il l'aimait. C'était son premier amour véritable. C'était un homme très religieux qui ne croyait pas au divorce. Il a commis une erreur pour laquelle il a payé beaucoup de douleur et de larmes. Il y a eu un moment où il savait qu'il aurait dû divorcer, mais il était coincé. Il était coincé dans quelque chose appelé vengeance. Il disait « Elle m'a rendu si misérable que je vais lui rendre la pareille ». Il était coincé et est resté trop longtemps dedans, car cela a commencé à l'attaquer psychologiquement. En conséquence, lorsqu'il a finalement divorcé, il a emporté cette même attitude dans d'autres relations, cherchant des problèmes. Il avait été tellement brûlé qu'il ne voulait plus risquer la douleur. Il entrait dans des relations en essayant d'éviter la douleur. Lorsque cela devenait trop proche, il faisait quelque chose pour s'assurer que la relation ne fonctionne pas. Il cherchait toujours quelque chose de travers chez la personne parce qu'il n'y a pas de personne parfaite. Si vous cherchez, vous trouverez. Il était coincé dans la vengeance. Un autre ami travaillait dans une entreprise qu'il aimait beaucoup, prévoyant de prendre sa retraite là-bas. Un jour, on l'a appelé dans le bureau, on lui a demandé sa plaque d'identification et son badge. Le garde de sécurité est venu à son bureau et lui a dit qu'il était renvoyé et qu'il devait partir. Il était anéanti. Si vous vous approchiez de lui, il vous racontait son histoire. Même après avoir trouvé un nouveau travail, il continuait à raconter à tout le monde comment il avait été injustement licencié. Il terminait toujours en disant « Ce n'était pas juste. La vie n'est pas juste. La vie est comme ça. Ce n'est pas juste que les oiseaux mangent des vers de terre, mais c'est ainsi. Nous ne pouvons même pas discuter de ce qui est juste. » Lorsque j'étais législateur à Columbus, Ohio, pendant les pauses, nous sortions sur la pelouse devant le Capitole de l'Ohio pour observer les gens qui passaient. Il y avait un homme particulier que nous connaissions tous, les enfants, les adultes. Tout le monde le taquinait lorsqu'il passait. Nous l'appelions Monsieur Poulet. Il avait une plume dans son chapeau, une poule en peluche sur le toit de sa voiture, qu'il conduisait en klaxonnant et en clignotant dans le centre-ville.
Lorsqu'il sortait de sa voiture, il promenait une poussette avec 2 poupées dedans et une photo d'une femme. Lorsqu'on lui parlait, on l'entendait faire des sons de poulet. Nous rions tous de Monsieur Poulet, mais nous ne connaissions pas son histoire. Un matin, vers 3 heures, la maison de Monsieur Poulet a pris feu. Paniqué, il est sorti par la fenêtre rapidement, seulement pour entendre ses enfants et sa femme crier à l'aide. Il est retourné vers la porte pour les sauver, mais les flammes étaient trop intenses. Il a essayé d'entrer, mais il ne pouvait pas. Il était désespéré. Finalement, les cris ont cessé. Ils ont péri dans l'incendie. Son beau-frère est arrivé, a découvert que sa sœur et sa nièce étaient mortes et s'en est pris à lui en criant « Tu es un lâche. Pourquoi n'as-tu pas sauvé ma sœur? Tu es un lâche. » Lorsque les gens les ont séparés, ils ont relevé Monsieur Poulet et lui ont demandé s'il allait bien. Il a regardé autour de lui et a commencé à faire des sons de poulet. Il n'a jamais surmonté cette tragédie. Il était coincé dans cette expérience. Aucun de nous ne savait pourquoi Monsieur Poulet arpentait les rues avec cette photo et ses petites poupées. Je me souviens avoir été coincé dans la colère pendant longtemps lorsque j'ai fait un engagement envers ma mère adoptive, acheter une maison pour elle. Je me souviens de l'expérience difficile de travailler dur pour rassembler l'argent de la compte. Quelqu'un m'avait parlé d'une belle maison dans un quartier exclusif à Miami. Je suis allé la voir, j'ai emmené ma mère et elle a dit « Oui, je veux celle-là ». Elle était située près de l'eau. Lorsque nous avons signé l'acte, mon avocat m'a demandé « As-tu fait une recherche de titre ?» Je lui ai répondu « Qu'est-ce qu'une recherche de titre ?» Il m'a expliqué qu'il fallait quelques jours pour vérifier qu'il n'y avait aucune créance sur la propriété que je pourrais devoir payer si j'achetais la maison. L'homme qui me vendait la maison m'a dit « La seule raison pour laquelle je vous la vends, c'est parce que j'admire le fait que vous voulez acheter cette maison pour votre mère. J'ai un autre acheteur prêt à offrir beaucoup plus d'argent, mais j'aime votre histoire. Je dois retourner à Philadelphie. » Je me souviens avoir été coincé dans la colère pendant longtemps lorsque j'ai fait un engagement envers ma mère adoptive, acheter une maison pour elle. Je me souviens de l'expérience difficile de travailler dur pour rassembler l'argent de la compte. Quelqu'un m'avait parlé d'une belle maison dans un quartier exclusif à Miami. Je suis allé la voir, j'ai emmené ma mère et elle a dit « Oui, je veux celle-là ». Elle était située près de l'eau. Lorsque nous avons signé l'acte, mon avocat m'a demandé « As-tu fait une recherche de titre ?» Je lui ai répondu « Qu'est-ce qu'une recherche de titre ?» Il m'a expliqué qu'il fallait quelques jours pour vérifier qu'il n'y avait aucune créance sur la propriété que je pourrais devoir payer si j'achetais la maison. L'homme qui me vendait la maison m'a dit « La seule raison pour laquelle je vous la vends, c'est parce que j'admire le fait que vous voulez acheter cette maison pour votre mère. J'ai un autre acheteur prêt à offrir beaucoup plus d'argent, mais j'aime votre histoire. Je dois retourner à Philadelphie. Si nous ne concluons pas l'accord maintenant, il sera annulé. » J'ai dit « Il n'y a aucune créance sur la propriété. » Il a répondu « Bien sûr que non. » J'ai regardé mon avocat et lui ai dit « Je lui fais confiance. Je signerai. » Elle m'a dit « Monsieur Brown, ce n'est pas sa probité que je remets en question, mais les affaires sont des affaires. » J'ai signé ce contrat et nous avons célébré grandement. Tout le voisinage parlait de Leslie qui revenait pour acheter une maison à sa mère. Certains disaient « Quel gentil enfant! Dieu va le bénir. » Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée indiquant que la maison serait mise aux enchères devant le tribunal. Un homme avait déposé une créance de 122 000 $ contre la propriété parce que l'ancien propriétaire lui devait cet argent. S'il ne récupérait pas 112 000 $ dans les 30 jours, il mettrait la maison aux enchères. J'ai appelé cet homme et lui ai dit « Monsieur, je viens d'acheter cette maison. Je n'ai rien à voir avec vos factures antérieures. » Il m'a répondu « Ce n'est pas mon problème. Vous auriez dû faire une recherche de titre. » Je lui ai demandé « Pouvez-vous me donner un peu de temps? Ma mère est âgée, elle a un cœur fragile. S'il vous plaît, donnez-moi du temps. Je ne sais pas comment je vais faire avec le prêt hypothécaire et tout le reste, mais je pense pouvoir vous payer 2 000 $ par mois, et dans 6 mois, je paierai ma dette. » Il m'a répondu « Non, je veux tout dans 30 jours, sinon vous devez partir. » J'ai tout essayé. J'ai réfléchi à toutes les façons possibles de rassembler 122 000 $, mais j'avais déjà donné tout ce que je pouvais pour la compte et les frais de clôture. J'ai dû me rendre à l'évidence, je ne pourrais pas y arriver. Vers 2 heures du matin,
Je marchais de long en large, me demandant comment j'allais dire à ma mère. Mes enfants dormaient dans la pièce à côté toute la nuit, tandis que je me tourmentais. J'ai perdu plus de 23 livres. Finalement, je suis allé dans la chambre où ma mère dormait et je lui ai dit « Maman, je dois te parler ». Elle m'a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai répondu « Maman, nous devons quitter cette maison. Dans ma précipitation à l'acheter, j'ai fait une erreur. » Elle m'a répondu « Ce n'est pas grave, bébé. Je n'aimais pas cette maison de toute façon. » J'ai répondu « Mais tu as dit que tu l'aimais. » Elle m'a dit « Tu sais, j'ai de l'arthrite au genou et je n'aime pas monter les escaliers, mais je savais que cela te rendait heureux. » J'ai ajouté « Maman, j'ai perdu 23 livres à cause de cela. » Nous avons dû déménager et retourner à l'ancienne maison près du lycée Northwestern à Liberty City. Tous les voisins qui nous avaient vus partir nous ont vus revenir. Nous sommes entrés dans une maison où les cafards jouaient aux cartes en disant « Venez, asseyez-vous et prenez une place. » J'étais épuisé, humilié, et aucun mot ne peut décrire ce que j'ai ressenti. Je me souviens du symbole de ce que j'ai ressenti lorsque nous avons déballé le mobilier, et j'ai commencé à pleurer. Ma sœur est venue me voir et m'a dit « Tu n'avais pas d'argent pour acheter une maison. Monsieur Big Time ne t'a même pas donné un quart. Maintenant, vous êtes de retour là où vous appartenez. » Alors que je pleurais, tête baissée, ma mère m'a dit « Relève la tête. » J'ai répondu « Maman, je me sens tellement mal. » Elle m'a dit « Relève la tête et essuie tes larmes. Tu n'as aucune raison d'avoir honte. » Pendant plusieurs semaines, j'étais engourdi, immobilisé par la colère. Si j'avais vu cet homme, je pensais voler jusqu'à Philadelphie. J'avais toutes sortes de rêves à son sujet. Je ne voulais pas simplement le frapper, car cela aurait été trop facile. Je voulais le mordre. Chaque fois que je pensais à lui, je devenais fou. J'ai lu un livre sur le pardon qui contenait une ligne « Pardonne et grandis ». J'ai dû laisser ce fardeau derrière moi. Votre esprit est comme une station-service. Lorsque vous allez faire le plein d'essence, vous ne commencez pas à pomper avant d'avoir effacé la facture précédente. De la même manière, si vous voulez avancer, vous devez nettoyer votre esprit de tout le bagage inutile qui vous pèse. Je ne pouvais pas réfléchir à ce que j'allais faire pour sortir de cette situation parce que j'étais obsédé par ce qui s'était passé, par ce qu'il m'avait fait et par à quel point c'était terrible. J'étais tellement bloqué que je ne pouvais même pas me concentrer sur ce que j'aurais dû faire. Me plaindre et être en colère ne me menait nulle part. Finalement, j'ai appris, par effort conscient, délibéré et déterminé, que je devais laisser cela derrière moi. Je devais pardonner, laisser aller et me concentrer sur mon développement personnel. Je vous dis donc que des gens feront des choses terribles et des événements se produiront. Mais la chose la plus importante à faire est de mobiliser votre volonté, de laisser aller et de continuer pour grandir et avancer dans votre vie. Il ne s'agit pas de ce qui vous arrive, mais de ce que vous allez en faire. Amen. Que vas-tu faire maintenant, Leslie? Combien de temps vas-tu raconter ton histoire à tout le monde à l'arrêt de bus ou à quiconque veut t'écouter? Combien de fois allons-nous entendre la même chose encore et encore? Ne racontez pas votre histoire à tout le monde. Tout le monde a une histoire. 80% des gens ne s'en soucient pas et 20% sont contents que cela soit arrivé à vous et pas à eux. Nous devons tous laisser cela derrière nous. Nous avons tous vécu des tragédies. Monsieur Poulet a permis que sa tragédie détruise sa vie. Nous avons tous vécu des tragédies, et si nous ne les laissons pas nous détruire, nous pouvons en tirer parti. Nous pouvons décider que cela ne nous fera pas tomber. Nous pouvons faire une déclaration personnelle, déclarer une guerre totale pour sortir de ce trou. Peu importe à quel point vous êtes bon, talentueux ou combien vous travaillez sur vous-même, il y aura des moments où les choses ne vont pas bien. Elles ne vont simplement pas bien. Il y aura des moments où tout ce qui peut mal tourner le fera. La loi de Murphy frappera à votre porte. Pourquoi? Parce que c'est la vie et vous devez y faire face. Parfois, votre vie sera dans une période creuse, comme dans le sport. Même les meilleurs tireurs ratent leur panier parfois. Ils traversent des périodes creuses. Est-ce qu'ils s'assoient sur le banc et disent « Je n'ai pas marqué aujourd'hui » Non, ils continuent à jouer. Je vous suggère donc que si vous faites face à un défi, ne vous arrêtez pas. Restez actif, travaillez votre plan, continuez à faire ce qui fonctionne pour vous après vous être évalué dans la situation. Continuez à avancer, restez occupé, restez occupé, restez occupé. Répétez après moi,
Aide quelqu'un, aide-toi toi-même. Parce que ce que vous donnez, c'est ce que vous recevez. Trouvez quelqu'un à aider pour oublier un moment vous-même. Parfois, la meilleure chose à faire est de reculer et de vous recentrer. Comme un arc et une flèche, vous ne pouvez pas pousser la flèche directement hors de l'arc. Vous devez la tirer en arrière avant de la libérer. Parfois, vous devez reculer et méditer, prier, recharger vos batteries, clarifier votre esprit, puis revenir avec une perspective différente. Ne fonctionnez pas sous l'emprise de ce qui se passe. La prochaine étape est d'activer le penseur en vous. Ne laissez pas vos émotions vous contrôler. Nous sommes émotionnels, mais vous devez discipliner vos émotions. Si vous ne disciplinez et ne contenez pas vos émotions, elles vous utiliseront. Votre esprit fonctionne automatiquement comme un dieu. J'aime lire un livre intitulé « Comme un homme pense » par James Allen. Il compare l'esprit à un jardin. Les mauvaises herbes n'ont besoin d'aucun encouragement pour pousser. Vous n'avez pas besoin de les arroser. Elles n'ont pas besoin de soleil ou de terre fertile. Elles pousseront même dans les fissures du trottoir. Mais si vous voulez cultiver des orchidées ou des roses, il y a des processus spécifiques à suivre. De la même manière, vous n'avez pas besoin de vous motiver pour penser négativement, être déprimé, haïr quelqu'un, vouloir vous venger, vous battre ou vous sentir coupable. Votre esprit le fera automatiquement. Mais si vous voulez atteindre votre grandeur personnelle, si vous voulez vraiment profiter d'une vie heureuse, réussie et saine, vous devez être prêt à aller contre le courant. Vous devez mobiliser votre volonté et dire « Malgré cela, je suis en contrôle. Je ne vais pas me laisser abattre. Je ne vais pas me laisser détruire. Je reviendrai, plus fort et meilleur. » Vous devez faire une déclaration claire sur ce que vous représentez. Vous défendez vos rêves, votre paix intérieure, votre santé. Vous voulez cela, et vous allez tout donner pour l'obtenir. Ce ne sera pas facile. Lorsque vous voulez changer, ce n'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais si vous êtes sérieux, vous allez tout donner. Je vais inverser cette situation. Je ne vais pas rester assis à me plaindre de ce qui s'est passé et de ce qui a mal tourné. Je vais faire quelque chose à propos de cette situation. Une autre chose importante est d'attendre que les choses s'améliorent pour vous, car elles le feront. La vie est cyclique. Vous n'êtes pas ce que vous vivez en ce moment précis. Cette expérience n'est pas venue pour rester, elle est venue pour passer. C'est juste une phase. Le plus grand défi est de comprendre que ce qui se passe fait partie de ce que nous appelons la vie. Cela aussi passera. Conserver une perspective est essentiel. Lors d'une formation à l'université, j'ai conduit un exercice de simulation avec des jeunes de 17 et 18 ans pour leur montrer comment ils prennent des décisions et survivent dans cette simulation. Plus de 30% d'entre eux ont écrit comme première option pour survivre qu'ils se suicideraient. Le suicide chez les jeunes a augmenté de 300%. Plus de 5000 jeunes le feront cette année. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que cela résoudra leurs problèmes. J'étais choqué. Au moins, nous n'aurons plus à souffrir, disaient-ils. Puis ils écrivaient tout ce qu'ils feraient après s'être suicidés. J'ai dit, écoutez, quand vous choisissez une solution permanente pour un problème temporaire, c'est terminé. Si vous avez écrit suicide, posez votre stylo. Beaucoup d'entre nous, à cause de notre vision limitée, nous concentrons sur nos problèmes et permettons qu'ils nous submergent. Nous pensons que nous n'avons aucune option. Répétez après moi. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Secouez la main de la personne à droite et à gauche et dites « Je suis invincible ». Vous devez faire ces déclarations à vous-même. Je suis invincible. Cela ne me fera pas tomber. Si je tombe, je serai comme un lion. Je me relèverai. Prenez la pleine responsabilité de votre vie. Acceptez où vous êtes et assumez la responsabilité de vous amener là où vous voulez aller. On dit que nous avons deux choix principaux dans la vie. Accepter les choses telles qu'elles sont ou prendre la responsabilité de les changer. Beaucoup de gens veulent s'exonérer de prendre des responsabilités. Tout ce qu'ils font, c'est parler de leurs problèmes. À chaque fois que vous les voyez, ils vous racontent leur histoire encore et encore. Non, prenez la responsabilité de votre vie. Je me suis mis ici et je peux m'en sortir. Je m'en sors. Je ne serai pas une victime volontaire. Georges Bernard Shaw a dit qu'il y a deux types de personnes dans la vie. Celles qui font les choses arriver, celles qui regardent les choses arriver, et celles qui ne savent même pas ce qui s'est passé. Les personnes qui réussissent cherchent les circonstances qu'elles veulent, et si elles ne les trouvent pas,
elle les crée. Donc, pour sortir d'un trou, vous devez décider que le modèle de comportement que vous avez adopté ne fonctionne pas. Vous devez changer vos stratégies. Changer vos stratégies signifie réinventer votre vie. Recréez-vous. Vous avez le pouvoir de le faire. Vous pouvez décider de changer. Vous pouvez décider de ne pas être faible. Vous pouvez décider de faire face à la vie. Vous pouvez décider de vivre chaque jour comme si c'était votre dernier. Vous pouvez décider de travailler sur vous-même et de vous développer. Vous pouvez décider que tout ce qui m'arrive en ce moment n'est que des inconvénients temporaires. Ils ne sont pas plus forts que moi. Je suis aux commandes. Séparez ce que vous faites de qui vous êtes. C'est ce que le piège de la culpabilité est. Beaucoup de gens ne vous laissent pas oublier ce que vous avez fait ou les erreurs que vous avez commises. Nous avons tous fait des erreurs dans la vie. Si nous pouvions refaire certaines choses, nous les ferions différemment. Mais cela ne s'est pas passé ainsi. C'est la vie. Je ne l'ai pas fait comme ça. Pourquoi voulez-vous que je continue à me sentir coupable? Devinez quoi? Je m'en moque. C'est ce que j'ai fait alors. Je ne le ferai pas aujourd'hui. Vous critiquez un homme innocent. Dans le processus de réinvention de soi, écrivez une description de la personne que vous voulez devenir. Quels sont les obstacles que vous devez surmonter? Quelles qualités de votre personnalité devez-vous changer parce qu'elles sont des handicaps pour vous? Quels sont vos atouts? Quels sont vos points forts? Évaluez-vous et faites cette détermination. Pour sortir d'un trou, nous avons besoin de coaching. Trouvez des critiques de confiance, des personnes qui vous aiment et qui se soucient de vous. Certaines choses nous empêchent de grandir et de sortir des ornières. Nous identifions les retours comme personnels. Lorsqu'une personne nous donne un retour sur nos points faibles ou nos aveuglements, nous voulons que tout soit positif. Nous ne sommes pas parfaits. Cela fait mal. J'ai un ami qui est un critique de confiance. Je ne l'aime pas toujours, mais je l'aime. Il ne me dit pas ce que je veux entendre, mais ce dont j'ai besoin pour grandir. Cela fait mal. Lorsqu'il me met sur le grill, je ne supporte pas ça, mais c'est la seule manière pour moi de grandir. Je suis reconnaissant qu'il m'aime assez pour risquer notre amitié en me disant ce dont j'ai besoin, et non ce que je veux entendre. Trouvez un groupe de soutien, des personnes avec qui parler, peut-être ayant des problèmes similaires. Les groupes de soutien sont puissants. Vous pouvez partager certains des défis que vous traversez, et peut-être qu'une personne vous donnera une idée sur la manière dont elle a géré une situation similaire, ouvrant ainsi des possibilités dans votre esprit pour résoudre le problème. Nous ne pouvons pas grandir seuls. Nous grandissons grâce aux gens et aux projets. Lorsque des choses vous arrivent et que vous permettez qu'elles vous utilisent, vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez réinterpréter comment vous le voyez. Pendant des années, j'ai porté un lourd fardeau sur mes épaules, me sentant mal parce que j'étais adopté. J'ai fait des interviews pour des agences d'adoption et des foyers d'accueil. Une fois à la télévision, j'ai dit dans une interview que mon frère jumeau et moi avions été donnés à l'âge de 6 semaines. Heureusement, une amie écoutait l'émission et m'a dit « Leslie, viens déjeuner avec moi ». Elle m'a dit « Lorsqu'une femme porte un bébé pendant 9 mois, sentant ce mouvement de vie en elle, c'est naturel pour elle d'apprendre à aimer ce bébé et de s'attendre à ce qu'il vienne au monde. Ta mère adoptive, Madame Brown, n'a pas vécu ce processus. Elle a regardé ta mère biologique et dit « Je prendrai celui-là. Tu n'as pas été donné. Tu as été choisi avec amour. » C'était la même circonstance, le même événement, mais une réinterprétation qui m'a donné du pouvoir. Lorsque vous regardez votre passé, donnez-lui une interprétation qui vous donne du pouvoir. C'est là où j'étais. Ce n'est pas là où je suis maintenant. Je grandis. Pensez maintenant à un événement ou un acte dans votre vie qui vous a profondément affecté, dont vous regrettez qu'il se soit produit. Si vous deviez le refaire, vous le feriez différemment. Voyez-vous dans votre esprit et dites-vous « Je m'aime inconditionnellement. Je me pardonne. Si j'avais su mieux, j'aurais fait mieux. » Pensez à quelqu'un qui vous a causé de la douleur, qui vous a déçu ou que vous n'aimez pas. Permettez-moi de vous dire quelque chose sur l'esprit et comment il vous utilise. Pendant des années, je haïssais mes parents biologiques parce qu'ils m'avaient donné. Mais devinez quoi? Je n'avais même pas de visage pour cette haine, car je ne les avais jamais vus. Puis, une fois que je les ai pardonnés et que j'ai dit « C'est ok, sans cela, je n'aurais jamais été béni d'avoir la mère que j'ai, qui est la meilleure mère du monde pour moi. » L'univers se déploie comme il doit. Lorsque je suis passé par ce processus de pardon, je me rappelle avoir essayé d'imaginer ces personnes dans mon esprit.
J'avais deux individus sans visage devant moi, car je ne savais pas à quoi ils ressemblaient. Mais j'ai laissé cela partir. J'ai laissé ce bagage derrière moi. Pensez à quelqu'un que vous avez blessé ou déçu, intentionnellement ou non, ou quelqu'un qui vous a blessé intentionnellement ou non. Pensez à cette personne qui, dès que vous y pensez, fait rougir la pièce. Regardez-la dans votre esprit et dites « Je te pardonne. Je te pardonne inconditionnellement. » C'est un fardeau lourd à laisser partir. Lorsque j'ai pensé à cette personne, j'ai dit « Attendez une minute, je ne peux pas. Vous ne savez pas ce que cette personne a fait. C'était ma mère. Vous ne savez pas ce que nous avons traversé. » Ma collègue m'a dit « Leslie, pardonne et laisse aller. Si tu veux être pardonné, pardonne toi-même. » Aucun de nous n'est parfait. Nous avons tous fait des erreurs, et ce n'est pas facile de pardonner. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Maintenant, laissez cela partir pour brandir. Faisons une petite démonstration ici. Jette cela de côté. Jette les pensées négatives. Jette la vengeance, la culpabilité, tout ce qui t'a freiné. Avec cette main droite, ramène quelque chose. Ramène l'amour, la paix intérieure, de bonnes relations, beaucoup d'argent. Réinterprétons notre passé. Comprenons que nous pouvons avancer depuis là où nous sommes. Nous pouvons commencer à concevoir le genre de vie qui nous donne du pouvoir, du bonheur, et nous place au-dessus de qui nous sommes. En explorant de nouveaux horizons et perspectives, en nous concentrant sur notre développement personnel, en nous élevant et en ne suivant pas la foule, en activant le penseur en nous et en disciplinant et mettant de côté la partie émotionnelle de nous-mêmes. Ce n'est pas facile. Mais avec la pratique et encore la pratique, nous progressons. Vous pouvez toujours surpasser vos meilleures performances. Vous ne toucherez jamais la perfection. Vous êtes toujours plus grand que ce que vous faites. Donc, recherchez de nouvelles percées à travers la pratique. Vous serez de mieux en mieux, mais il y aura toujours des choses qui vous surprendront. Vous tomberez, mais vous ne serez pas KO. Vous vous relèverez. Vous serez sur les corps, mais vous vous remettrez rapidement si vous travaillez sur vous-même. Lisez des livres inspirants, écoutez des bandes qui vous inspirent, et restez entouré de personnes qui vous renforcent, qui vous aident à vous sentir bien. La vie, c'est qui vous êtes pendant que vous transformez votre vie. La vie est si belle aujourd'hui. Sortir de l'engrenage signifie que vous allez commencer à vivre selon vos propres termes, plutôt que de glisser à travers chaque jour automatiquement. Vous êtes conscient, stimulé et excité par votre futur. Vous avez un pouvoir spécial en vous. Vous savez que les choses vont s'améliorer pour vous. Vous savez que vous pouvez gérer cela. Parfois, vous devez pleurer. Parfois, la vie vous mettra à genoux. Mais la douleur ouvre des espaces dans le cœur pour la joie. Quelqu'un a dit que la vie est comme un oignon. Vous devez l'éplucher couche par couche, et parfois vous pleurez. Cet auteur a dit « La vie est un défi, relevez-le. La vie est un cadeau, acceptez-le. La vie est une aventure, osez-la. La vie est une peine, surmontez-la. La vie est une tragédie, affrontez-la. La vie est un devoir, accomplissez-le. La vie est un jeu, jouez-le. La vie est un mystère, dévoilez-le. La vie est une chanson, chantez-la. La vie est une opportunité, saisissez-la. La vie est un voyage, achevez-le. La vie est une promesse, remplissez-la. La vie est belle, louez-la. La vie est une lutte, combattez-la. La vie est un objectif, atteignez-le. La vie est une énigme, résolvez-la. N'est-ce pas magnifique?